Alors, bienvenue à tous pour ce premier rendez-vous actualité sociale de l'année 2025. Donc là, pendant un peu moins d'une heure, le but c'est de vous exposer les nouveautés qu'on a eues, les principales nouveautés qu'on a eues en ce début d'année. Donc c'est vrai qu'habituellement, en droit social, on a des habitudes chaque année avec des récurrences de textes qui arrivent sur des mêmes périodes avec des étapes similaires. Et c'est vrai que là, depuis le milieu d'année 2024, on a été bien, bien bousculé par les enchaînements des différents gouvernements qui ont forcément eu un impact important sur l'état législatif des textes. Et donc habituellement, notamment, on a les textes donc de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale qui entrent en application en début d'année et dont on a les textes en fin d'année. Donc là, ça n'a pas été le cas parce que ces deux textes sont entrés en application au premier trimestre de l'année 2025. Donc voilà, c'était intéressant de se donner rendez-vous aujourd'hui pour faire un point sur les principales mesures de ces textes et également sur d'autres mesures qui viennent impacter le droit social du début de l'année 2025. Donc voilà, je vous ai préparé une présentation en 3 temps. Donc dans un premier temps, je vais aborder les actualités principales du début d'année. Et ensuite, on se concentrera sur les mesures sociales de la loi de finances et les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, comme on est assez nombreux à cette présentation, je ne vais pas prendre les questions au fil de la présentation. J'en prendrai quelques-unes à la fin du webinaire. Et ensuite, de toute façon, moi, je les aurai et je reviendrai vers vous plus en détail si vous avez des questions plus précises. Commençons dans un premier temps donc avec quelques actualités assez marquantes de ce début d'année 2025 sur lesquelles il me semblait important de revenir, notamment le sujet des aides à l'apprentissage pour l'année 2025. Donc c'est vrai que ces aides, là, ça commence à faire un moment qu'elles sont dans le paysage juridique. Ça fait depuis fin 2020 de mémoire. Donc, c'est un peu comme voilà, certains dispositifs qui sont renouvelés d'année en année. On commence à croire qu'ils sont pérennes et que voilà, ils ne s'arrêteront pas, mais c'est pas forcément le cas. Surtout que là, on a eu une petite frayeur en fait, parce que depuis 2020, les aides à l'apprentissage sont reconduites par un décret qui est publié à chaque fin d'année. Et donc là, ça n'a pas été le cas en fin d'année 2024. Mais on avait quand même eu une communication du ministère qui venait nous dessiner les contours des aides à l'apprentissage telles qu'elles seraient en 2025. Mais on était dans l'attente d'un décret pour avoir vraiment l'ensemble des modalités d'application. Donc ce décret est paru fin février 2025 et est venu nous préciser que les aides à l'apprentissage, que ce soit dans les entreprises d'au moins 250 salariés et également dans celles de moins de 250 salariés, allaient être diminuées. Donc on passe de 6 000 € à 2 000 € pour les entreprises d'au moins 250 et on passe de 6 000 € à 5 000 € dans les entreprises de moins de 250 €. Donc cette baisse des aides, elle est pas très étonnante. Elle s'inscrit vraiment dans le contexte de nécessité de faire des économies sur l'ensemble des mesures. Et voilà, les aides à l'apprentissage n'y font pas obstacle. C'est vrai qu'en 2020, il y avait une ambition importante de développer l'apprentissage. Le gouvernement a vraiment mis beaucoup de fonds dedans, notamment concernant les aides. Et c'est vrai que là, après quelques années, on se rend quand même compte que ça coûte un peu cher. Et finalement, voilà, on commence à les diminuer un peu. Et là, la particularité, donc avec cette parution du décret fin février, c'est qu'en fait, on se retrouve avec un trou en fait pour les contrats d'apprentissage qui ont été conclus
entre le 1er janvier 2025 et le 23 février 2025 pour les contrats d'apprentissage d'un niveau supérieur au bac. Donc là, en fait, on n'a plus les employeurs qui auraient eu recours à de l'apprentissage pendant cette période n'ont pas droit aux aides puisqu'il faut que le contrat ait été conclu à compter du 24 février 2025. Donc ça, c'est le côté un peu décevant. On n'a pas eu de rétroactivité sur ce point. Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif selon le cas pour que vous puissiez mieux voir dans quel cas vous vous trouvez, quel montant d'aide vous percevez en fonction de la taille de votre entreprise et du niveau de diplôme préparé par votre apprenti. Donc là, petit rappel pour bénéficier de l'aide à l'apprentissage, c'est pas mal parce qu'en fait, on n'a pas de dossier assez complexe de demande d'aide à formuler où on aurait pas mal de pièces à communiquer, ensuite attendre une instruction pour savoir si on peut bénéficier de l'aide. Là, en fait, toutes les informations liées au contrat d'apprentissage se font via la DSN. Et en fait, c'est ça qui va déclencher le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement. On a eu des précisions, par contre, dans le décret du 22 février, puisqu'on vient nous dire que pour bénéficier de l'aide, il faut absolument que l'employeur transmette son contrat d'apprentissage à l'opérateur de compétences au plus tard dans les 6 mois qui suivent la conclusion du contrat. Donc ça, c'est une précision qu'on n'avait pas eue avant. Et une seconde précision, on vient nous dire que cette aide à l'apprentissage, elle peut pas être touchée par l'employeur qui aurait recours à un apprenti deux fois de suite pour un diplôme équivalent. En gros, ça concerne les apprentis qui redoubleraient. On ne pourrait pas bénéficier 2 fois de l'aide à l'apprentissage. Et pour rappel, alors ça, je ne l'ai pas reprécisé parce que tout le monde l'a quand même bien en tête, mais cette aide à l'apprentissage, elle est versée uniquement pendant la première année d'exécution du contrat. Donc voilà pour l'apprentissage. On a eu un autre décret à peu près dans le même temps, puisqu'il date du 20 février 2025, sur les indemnités journalières sécurité sociale. Donc là, vous verrez que toutes les mesures s'inscrivent à peu près dans la même dynamique de réduire en fait les dépenses de l'État. Donc là, il y a aussi une réflexion par rapport aux indemnités maladie. Donc, pour rappel, pour calculer ces fameuses indemnités, on se base sur le salaire journalier de référence. On prend comme salaire de référence le salaire journalier de base et pour cela, on prend les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail. On fait une moyenne et la moyenne qu'on a, on va la prendre en compte que dans la limite de 1,8 SMIC. Et là, notre décret du 20 février 2025, il vient réduire ce plafond de prise en compte de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Donc là, on vous a fait le calcul par rapport aux valeurs du SMIC actuel. Le salaire de référence pris en compte pour un mois sera plafonné à 2 522,22 € au lieu de 3 243,24 €, donc ce qui représente quand même un bon delta. Donc logiquement, ça a pour impact de diminuer le montant des indemnités journalières qui sont versées par la caisse à l'assuré. Donc quelles sont les conséquences pour nous employeurs? On vient baisser le montant des IJSS, mais on ne vient pas baisser le montant qui est dû par l'employeur dans le cadre du complément employeur. Quand le salarié remplit les conditions fixées par la loi ou la convention collective pour en bénéficier, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées. Donc là, en fait, le delta qui ne sera plus versé en fait par la caisse, sera compensé par l'employeur. Donc en fait, on vient faire peser sur les entreprises le coût lié aux arrêts de travail. Il y a aussi des entreprises dans lesquelles le complément employeur le complément va être pris en charge par un organisme de prévoyance. Donc dans ce cas-là, il faudra s'attendre pour les employeurs à des revalorisations des cotisations à ces organismes parce que forcément, ils auront
un surcoût élevé aussi qui devront rabattre sur le coût des cotisations. Une autre petite nouveauté, donc là pareil par un arrêté du 25 février 2025, là on peut vraiment dire que la fin du mois de février n'a pas été porteuse de bonnes nouvelles pour les employeurs, puisqu'on a, ça c'est un peu sorti de nulle part. Moi je l'avais lu, je l'avais pas vu venir dans les projets, j'avais pas lu de doctrine à ce titre. Mais on a un nouveau barème d'évaluation des avantages en nature véhicules qui s'applique à compter du 1er février 2025. Donc, on vient modifier la manière d'évaluer l'avantage en nature véhicule, du coup, ce qui impactera les cotisations qui seront versées par l'employeur et le salarié à ce titre quand l'avantage en nature est reporté sur les bulletins de salaire. Donc là, par exemple, pour les véhicules à essence qui ont moins de 5 ans, maintenant, on va prendre en compte 15% du prix d'achat contre 9% qui était pris en compte jusqu'au 31 janvier 2025. On a la même chose pour les véhicules électriques avec une baisse de l'abattement. Et voilà, je vous ai mis un tableau qui récapitule bien tout selon les cas. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie augmentation en fait de cette évaluation de l'avantage en nature. Donc voilà, ce qu'on note, c'est que pour les véhicules thermiques, les nouveaux taux que je vous ai présentés, ils conduisent à une hausse de 67% de la charge liée à l'avantage en nature qui est attribuée aux salariés. Et par contre, pour les véhicules électriques, même si on a une revalorisation du taux, en fait, la hausse de l'abattement et de son plafond, ça conduit à neutraliser l'évolution du taux. Donc voilà, ça va toujours dans l'esprit d'encourager l'achat de véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques. On a aussi une autre info dans cet arrêté du 25 février 2025 qui vient nous indiquer qu'on prolonge jusqu'à fin 2027 les règles d'évaluation des bornes de recharge électrique que l'employeur met à la disposition de ses salariés au sein de l'entreprise. Donc là, on dit on considère bien ça comme un avantage en nature. Par contre, il est négligé, il est égal à 0. Donc, il n'y aura rien sur les bulletins de paye. Donc ça, c'est prorogé. Et je voulais vous refaire une petite précision parce qu'il arrive que des employeurs fassent installer une borne électrique au domicile du salarié. Donc là, pareil, on aura un avantage en nature qui sera négligé à condition que le salarié rende bien la borne à la fin de son contrat de travail ou bien en cours d'exécution du contrat s'il rend le véhicule. Parce que c'est ça qui va permettre de prouver en cas de contrôle URSSAF que la borne était utilisée à des fins professionnelles et pas à des fins personnelles. Donc, ce qui est conseillé, c'est de bien formaliser la mise à disposition de la borne par un écrit avec le salarié où on précise toutes les règles et notamment le sort de la borne en cas de rupture du contrat. Et donc, par rapport à ce nouveau barème d'évaluation des avantages en nature, en fait, il va s'appliquer aux véhicules mis à disposition par l'employeur à compter du 1er février 2025. Donc, les véhicules qui auraient été alloués aux salariés avant cette date, ils sont toujours sous l'égide des anciennes règles d'évaluation. Donc, la réflexion, ça peut être de se dire, si on avait prévu de renouveler le parc automobile des véhicules de fonction dans un an, peut-être que si les véhicules sont encore viables et en état, on pourrait proroger un peu pour essayer de repousser un peu le moment où on aura un impact sur l'évaluation des avantages en nature avec les nouvelles règles. Donc voilà pour les principales mesures hors loi de finances et hors loi de financement de la Sécu là, que je voulais vous présenter. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux deux gros textes du début de l'année. Et on va commencer par la loi de finances pour 2025, donc du 14 février 2025. Donc là, je ne vais pas revenir sur tout le parcours chaotique qu'on a connu depuis la fin d'année 2024 pour aboutir à cette parution de loi. Mais voilà, comme je vous le disais, c'est
enfin, je crois même que c'est inédit qu'on ait une loi de finances qui paraisse au premier trimestre de l'année pour laquelle elle s'applique. Donc là, voilà, on va avoir plein de mesures avec la spécificité par rapport aux autres années, que là, on va avoir des mesures qui vont être rétroactives. Et voilà. Donc là, je vais vous présenter les principales mesures sociales qui donc intéressent les employeurs. Donc, dans un premier temps, dans la loi de finances, on a eu tout un jeu de reconduction de plusieurs dispositifs qui existaient déjà. Donc là, je vais vous les passer rapidement en revue parce que c'est des dispositifs qu'on connaît bien maintenant et qu'on commence à maîtriser. Donc, tout d'abord, on a une prolongation de l'exonération sociale et fiscale des pourboires pour l'année 2025. Donc, après le Covid, on a vraiment noté une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité et notamment dans les emplois de services dans la restauration. Donc, en fait, à compter du 1er janvier 2022, pour essayer de rendre un peu plus attractifs ces emplois, on a mis en place un régime social et fiscal de faveur pour les pourboires qui sont versés aux salariés. Et en fait, cette mesure d'exonération s'appliquait uniquement aux salariés dont la rémunération ne dépassait pas les 1,6 SMIC. Et cette mesure, c'était comme je le disais, une mesure temporaire. Elle devait prendre fin le 31 décembre 2024. Et donc là, on a la loi de finances de 2025 qui est venue nous dire on va proroger à nouveau cette mesure pour toute l'année 2025 et exactement dans les mêmes conditions que celles applicables jusqu'en 2024. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2025. Donc ça s'applique aux pourboires qui sont remis aux clients, soit directement aux salariés, soit qui sont centralisés par l'employeur qui les reverse ensuite à l'ensemble de ses salariés. Donc bien sûr, on ne visera pas la pièce de 50 centimes qui est laissée à la fin du repas, mais voilà, c'est quand les dispositifs de récolte des pourboires sont un peu plus encadrés dans l'entreprise et concernent des sommes un peu plus conséquentes. Donc ensuite, on a eu à nouveau une reconduction d'un régime social et fiscal de faveur qui concerne la renonciation par les salariés à des jours de repos. Donc là, pareil, ça avait été mis en place en 2022 par une loi de finances rectificative qui était venue octroyer aux salariés la possibilité de demander à son employeur de renoncer à des jours de repos contre la monétisation de ces jours qu'il travaillerait en plus. Donc, précision, ça concerne les jours de RTT, donc quand on a une durée du travail qui découle d'un accord RTT, ou des jours qui sont acquis dans le cadre d'une annualisation, par exemple. Je vous précise quand même que ça ne concerne pas les repos forfait jour. Donc ça, on se bat, je pense, au moins une fois par semaine pour expliquer que les jours de repos forfait jour ne sont pas des jours de RTT. C'est pas du tout la même chose. Et là, cette mesure vient nous le rappeler parce que là, voilà, ça ne concerne pas les repos forfait jour qui, eux, ont leur propre régime spécifique déjà. Donc, cette mesure, elle était applicable pour les jours acquis entre 2022 et 2025. Et en fait, comment ça se passait? En gros, le salarié il devait formaliser une demande à son employeur en lui demandant, en vertu de ce dispositif, s'il pouvait renoncer à des jours de repos en échange d'un paiement. Et en fait, c'est quand ces jours étaient, la renonciation à ces jours, ça aboutissait à majorer le travail de ces journées supplémentaires au même titre et dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires. Et donc, ces jours bénéficient exactement du même régime social et fiscal de faveur qui est applicable actuellement pour les heures supplémentaires. Donc, une réduction de cotisation salariale et des déductions de cotisations patronales qui varient selon l'effectif de l'entreprise et une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an. Donc, cette mesure, contrairement à celle des heures supplémentaires, elle était temporaire et devait prendre fin le 31 décembre 2025.
Et là, la loi de finances vient nous indiquer qu'on proroge cette mesure jusqu'à la fin d'année 2026, donc pour tous les jours de repos acquis jusqu'au 31 décembre 2026. Une nouvelle reconduction qui concerne cette fois la prise en charge par l'employeur des abonnements de transport public que les salariés souscrivent pour se rendre de leur domicile jusqu'à leur lieu de travail. Donc ça, c'est bien rentré dans le paysage juridique et dans les esprits de tout le monde. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50% du coût de ces abonnements de transport et cette prise en charge patronale est exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Mais on a des employeurs qui peuvent décider de prendre en charge plus de 50%. On le voit quand même de manière assez régulière. Et par principe, sur cette prise en charge supralégale, on n'aura pas d'exonération, sauf certains cas exceptionnels dans lesquels il faut remplir des conditions pour pouvoir bénéficier d'une exonération. Et là encore, il y a beaucoup de mesures qui étaient parues en 2022 où on avait vraiment des problématiques liées au pouvoir d'achat des Français. Donc, on avait mis en place plein de petites mesures comme ça pour permettre de booster le pouvoir d'achat des salariés. Et notamment, une loi d'août 2022 avait institué la possibilité pour l'employeur de bénéficier d'une exonération de cotisations sociales d'une prise en charge de 25% supplémentaire du coût des abonnements. Donc en gros, si l'employeur prenait en charge 75% du coût d'un abonnement, il bénéficiait d'une exonération de cotisation. Donc c'était assez attractif pour lui. Donc ça lui permettait de dire allez, je me lance, je fais ça. Et le salarié, forcément, gagnait en pouvoir d'achat puisqu'il avait un coût de son abonnement qui était encore moins élevé. Donc ce dispositif, il devait prendre fin au 31 décembre 2024. Et là encore, la loi de finances est venue reconduire ce régime social et fiscal de faveur exactement dans les mêmes conditions jusqu'à la fin de l'année 2025. Et enfin, on a des exonérations de cotisations sociales qui s'appliquent dans certains territoires français, en fonction de certaines spécificités qu'ils peuvent avoir parce que c'est des territoires plutôt ruraux, par exemple. Donc là, on avait notamment les ZRR qui s'appellent maintenant les ZFRR, donc les zones France Revitalisation. Et alors, on a eu, en fait, il y a pas mal de communes qui sont visées par ces exonérations ZFRR, mais on avait plusieurs classements de communes. Donc, c'était assez complexe. On avait des communes qui avaient été classées avant le 30 juin 2024, puis on a eu un nouvel arrêté au 1er juillet 2024, avec des communes qui n'avaient pas été reprises dans le nouvel arrêté. Enfin, c'est une usine à gaz. Et là, la loi de finances est venue nous préciser que les communes qui n'avaient pas été reclassées ZFRR dans l'arrêté du 1er juillet 2024 pouvaient quand même continuer à bénéficier des mêmes exonérations que celles reclassées en ZFRR, et ce jusqu'au 31 décembre 2027. Donc l'exonération ZFRR, en fait, c'est une exonération de cotisation patronale qui concerne l'embauche d'un salarié en CDI ou en CDD d'au moins 12 mois. Et pour voir si on y est éligible, on regarde si l'établissement sur lequel le salarié est embauché se trouve dans une des communes listées par les arrêtés en ZRR ou ZFRR. Et pareil, un peu le même système, cette fois pour les bassins d'emploi à redynamiser, les BER. Donc là, c'est beaucoup plus anecdotique parce que ça concerne que 2 territoires en France. Bon, je ne pense pas que ça concerne un des participants ici, mais bon, on ne sait jamais. Donc, c'est une zone qui se situe dans la vallée de la Meuse et une zone qui se situe en Occitanie. Donc là, la loi de finances, pareil, elle vient proroger cette exonération spécifique de cotisation au BER jusqu'au 31 décembre 2027. Et enfin, pour terminer avec ces mesures marquantes
de la loi de finances. Je voulais vous parler de la création d'un nouveau dispositif d'activité partielle longue durée, donc APLD, qui se nomme APLD rebond. Donc, on connaissait déjà le terme et le dispositif d'APLD juste après le Covid. Et en gros, dans la loi de finances, là, pour 2025, ils n'ont pas été très inventifs, ils n'ont pas réinventé les choses, puisqu'ils ont quasiment calqué exactement le même dispositif qui existait juste après le Covid, mais cette fois dans le cadre de cet APLD rebond. Donc, c'est quoi en fait l'objectif d'un dispositif d'activité partielle longue durée? C'est de permettre à une entreprise qui ferait face à des difficultés ou à une réduction de son activité, du moins plutôt durable, mais pour autant pas de nature à compromettre sa pérennité, en fait, de continuer à assurer le maintien de l'emploi dans ses salariés, de ses salariés dans l'entreprise, pour passer en fait cette période de réduction d'activité sans avoir à procéder à des licenciements économiques. En gros, on veut éviter des licenciements économiques en année N, alors que potentiellement on pourrait avoir besoin de réembaucher des mêmes profils en année N+1. Donc, la loi de finances vient nous expliquer comment mettre en place ce dispositif. Donc, ça se fait soit par un accord d'entreprise, soit par un document unilatéral de l'employeur qui sera réalisé après consultation du CSE. Et peu importe le mode de mise en place, en fait, ce document, il doit être adressé à l'administration et validé par l'administration. Donc, cet accord, il doit contenir la durée d'application, quelles sont les activités et les salariés concernés. Il faut aussi qu'on renseigne quelle sera la réduction d'horaire qui sera appliquée aux salariés dans le cadre de cette activité partielle. Et important aussi, l'entreprise doit prendre des engagements dans le cadre de ce dispositif pour montrer qu'elle va maintenir l'emploi, assurer la formation professionnelle de ses salariés. Le but, c'est pas juste de pouvoir baisser l'activité de ses salariés et pour pouvoir réduire les coûts. Il faut quand même qu'on montre qu'on s'engage pour pérenniser l'activité et pour une fois que le dispositif d'activité partielle prendra fin, pour qu'on puisse redonner du travail aux salariés, qu'on ait montré qu'on les ait formés pendant toute la période. Donc, pour la durée d'application de cette activité partielle longue durée, on vient de nous préciser que elle s'applique aux accords qui seront transmis à l'administration entre le 1er mars 2025 et une date qui sera fixée par décret à paraître, mais au plus tard, ce sera le 28 février 2026. Donc, il y a une procédure spécifique de validation par l'administration qui va instruire le dossier et qui aura un délai de 15 jours ou de 21 jours selon le document de mise en place pour accepter ou non l'activité partielle longue durée dans l'entreprise. Et ensuite, il y a une notification qui est faite au CSE, à l'employeur, et la décision de l'administration doit bien être affichée dans l'entreprise. Donc, on peut se demander pourquoi on mettrait en place de l'activité partielle longue durée plutôt que l'activité partielle classique qu'on connaît mieux. C'est surtout par rapport à l'administration. Donc là, les taux de l'indemnité à verser aux salariés et surtout, ce qui intéresse les employeurs, de l'indemnité qui sera versée par l'État pour prendre en charge ces heures chômées seront plus favorables que ceux de l'activité partielle de droit commun. Alors, il nous reste encore, on n'a pas encore toutes les informations, on attend encore des décrets. Donc bon, pour la mise en place au 1er mars 2025, ça va être compliqué. Mais voilà, ce que le ministère du Travail nous a quand même précisé, c'est que le reste à charge de l'employeur devrait être d'environ 15% contre actuellement 50% pour une activité partielle de droit commun. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour les entreprises qui remplissent les conditions. Enfin, dans la loi de finances, on a eu quelques nouveautés en matière de financement de la formation et de l'alternance. Donc là, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que le droit de la formation professionnelle, c'est vraiment quelque chose de très,
très spécifique et très complexe, mais je voulais quand même vous lister ce qu'il y avait dans la loi à ce titre. Donc, on a supprimé l'exonération générale de la taxe d'apprentissage qui était applicable aux entreprises qui exerçaient une activité de mutuelle. Donc maintenant, on va venir exonérer de taxes d'apprentissage uniquement les rémunérations qui sont versées aux apprentis, alors qu'avant, c'était vraiment pour tous les salariés. Également, on laisse la possibilité maintenant aux branches professionnelles de faire varier leur niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage quand, dans l'action de formation qui est suivie par l'apprenti, on a des périodes de formation, que ce soit totale ou partielle, à distance. On nous indique également que maintenant l'employeur aura l'obligation de participer au financement du contrat d'apprentissage pour les contrats d'apprentissage avec des apprentis qui préparent un diplôme de niveau au moins bac+3. Donc, ça veut dire qu'on aura une prise en charge de l'opérateur de compétences, donc de l'OPCO, qui sera moins importante et qui sera compensée logiquement par la participation de l'employeur. Donc là, on attend un décret pour savoir le montant de la participation. Est-ce que ce sera forfaitaire? Est-ce que ce sera en fonction du coût de la formation? Voilà, on a encore des précisions à attendre à ce titre. Et enfin, on vient nous préciser que les formations ACRE qui ne sont pas certifiantes ne pourront plus être financées par le CPF parce qu'on a remarqué qu'il y avait eu des abus à ce titre. Et enfin, voilà, je vous ai mis juste quelques autres mesures en vrac de la loi de finances, donc sur lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est bien de les avoir en tête. Donc, la loi de finances est venue modifier les taux neutres de prélèvement à la source qui seront applicables à compter du 1er mai 2025. Donc là, vous aurez les modifications sur le logiciel de paye. On vient également nous préciser, donc là, c'est un cas qu'on rencontre pas tous les jours, hein, surtout dans les TPE. On vient nous dire que les indemnités de rupture du contrat qui auraient été versées aux salariés ne seraient pas réintégrées dans l'entreprise suite à l'annulation de l'homologation d'un plan social de l'entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS. On n'avait pas d'infos à ce titre avant, donc là au moins ça vient clarifier les choses. On a également des précisions sur le régime social des BSPCE. Donc là non plus, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Donc les BSPCE, donc les bons de souscription de parts de création d'entreprise, ils ne sont pas soumis à cotisation sociale et à CSG-CRDS au titre des revenus d'activité du gain d'exercice des BSPCE. Mais par contre, on nous précise qu'il y a une soumission à CSG-CRDS, donc à la charge du salarié, sur les revenus du patrimoine. Et on nous précise également que les gains liés au BSPCE ne peuvent plus être affectés sur un plan d'épargne entreprise, et ce, de manière rétroactive depuis le 10 octobre 2024. Et enfin, une petite nouveauté. À partir de maintenant, donc les régions de la France métropolitaine, donc en dehors de l'Île-de-France, et il y a aussi cette possibilité pour la Corse, peuvent instaurer leur propre versement mobilité sans pouvoir excéder un taux plafond de 0,15%. Donc à voir si les régions se doteront de cette possibilité qui leur est dorénavant laissée. Donc voilà ce que je voulais voir avec vous par rapport à la loi de finances. Pour moi, c'était vraiment les mesures les plus impactantes dans la relation employeur-salarié. Et donc maintenant, on va s'attaquer à l'autre morceau, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Et on va voir ensemble quelles sont les principales mesures qui entrent en application. Donc là, la loi de financement de la sécurité sociale, donc elle a connu à peu près les mêmes rebondissements et le même parcours chaotique que sa sœur, la loi de finances. Donc, et là, on a eu une
une parution de la loi le 28 février 2025. Donc, pour rappel, le projet, il avait été initié à la base en été 2024, je crois, sous le gouvernement Attal. Puis, il a été déposé en octobre 2024 par le gouvernement Barnier. Et là, on a eu pas mal de retouches ensuite en janvier 2025 par le gouvernement Bayrou pour éviter la censure et les mêmes écueils que les précédents gouvernements. Et voilà, on a eu finalement l'adoption par le Sénat le 17 février 2025 et voilà la parution de la loi fin février. Pour un petit rappel. Donc pour moi, la mesure qui est quand même qui est la plus réformante en fait, de manière structurelle, ça va être cette grosse réforme des allègements généraux de cotisations patronales qui va s'étendre sur une durée de 2 ans. Donc ça, c'est des mesures qui étaient déjà dans le projet initial de la loi de financement de la Sécu. Donc on a une première étape en 2025 où on va venir réduire les 3 allègements et ce à compter du 1er janvier 2025. Donc là aussi, pour la loi de financement de la sécurité sociale, on est également sur des mesures qui vont être rétroactives. Donc tout d'abord, la cotisation maladie et la cotisation famille. Là, on va avoir la même logique pour ces 2 cotisations, puisque la loi de financement de la Sécu vient réduire le plafond de rémunération à prendre en compte pour déterminer si l'employeur est éligible au taux réduit au titre, pour tel ou tel salarié. Donc pour la cotisation maladie, le plafond il passe de 2,5 SMIC à 2,25 SMIC. Et pour la cotisation famille, le plafond passe de 3,5 SMIC à 3,3 SMIC. Donc là, pareil, c'est très logique. On aboutit logiquement à une diminution des rémunérations et donc des salariés éligibles, donc une augmentation des cotisations patronales à verser par l'employeur. Donc là, pareil, il y a beaucoup de mesures de la loi de financement de la Sécu, plus que pour la loi de finances, pour lesquelles on attend des décrets d'application pour pouvoir avoir toutes les infos à ce niveau, notamment sur les valeurs du SMIC à prendre en compte. Et enfin, la réduction générale, la plus connue, qu'on connaît aussi sous le nom de réduction Fillon, va connaître aussi en 2025 des petits ajustements. Donc, on maintient la même formule de calcul. Là, il n'y a pas de changement. Par contre, la valeur du SMIC à prendre en compte pour le plafond de rémunération là, qui est à 1,6 SMIC va être déterminé par décret et ce sera compris entre la valeur du SMIC au 1er janvier 2024 et celle du SMIC applicable au 1er janvier 2025. Et la mesure aussi qui est très impactante et là qui était déjà aussi présente et qui nous a fait bien réfléchir, qui est déjà présente dans le projet, c'est la prise en compte des PPV, donc des primes de partage de la valeur, versées à compter du 1er janvier 2025 pour vérifier le plafond de rémunération des 1,6 SMIC. Donc en gros, on va intégrer la PPV dans la rémunération du salarié pour voir s'il dépasse ou non les 1,6 SMIC. Et si le seul montant de la PPV fait passer ce cap des 1,6 SMIC, et bien tout simplement, on perd la réduction Fillon pour ce salarié. Mais on va aussi prendre en compte la PPV pour la rémunération à prendre en compte dans la formule de calcul et également pour le calcul du coefficient de la réduction. Donc en gros, logiquement, le versement de la PPV, il peut faire soit perdre le bénéfice de la réduction générale à l'employeur, soit augmenter les cotisations patronales qui seront dues par l'employeur selon l'impact plus ou moins important qu'aura le montant de la PPV sur la rémunération du salarié. Donc là, ça veut dire qu'on aura des régularisations à opérer pour les PPV qui auraient été versés à compter du 1er janvier 2025. Parce que forcément, avant la loi de financement de la sécurité sociale, les PPV, les logiciels de paye n'intégraient pas la PPV dans la réduction Fillon. Donc là, on a regardé un peu avec les gestionnaires de paye. A priori, pour l'instant, c'est pas encore géré par SILAE. Mais bon, après, les régularisations pourront se faire après. De toute façon, comme vous le voyez, on est encore dans l'attente de décrets. Donc,
on pourra faire les régularisations quand on aura toutes les infos. Donc ça, c'était la première étape et la loi de finances vient nous préciser la deuxième étape qui est l'étape ultime de cette réforme des allègements de cotisations patronales. Donc ce sera la fusion des 3 allègements généraux. Donc la réduction, enfin la cotisation famille, la cotisation maladie et la réduction générale. Donc en gros, on vient supprimer la réduction de la cotisation maladie et de la cotisation famille pour ne faire qu'une seule et même réduction générale de cotisation patronale qui va en gros intégrer les 3. Et on va venir augmenter le plafond de rémunération d'éligibilité en le passant de 1,6 SMIC à 3 SMIC. Donc, on va pas, le plafond est certes augmenté, mais ça aboutira quand même à une baisse générale des réductions dont pourra bénéficier l'employeur, toujours dans cette logique de faire des économies. Donc, on remet en question des dispositifs qui existaient déjà et qui étaient assez favorables pour les entreprises. Donc voilà, c'est pas forcément des très bonnes nouvelles là qui sont présentes dans ces textes. Donc à part les prorogations de dispositifs d'exonération prévus par la loi de finances. On touche, après avoir touché aux aides des apprentis, on touche également aux exonérations de cotisations sociales qui étaient applicables jusqu'alors à leur rémunération. Donc voilà, on est vraiment passé dans 2020, l'apprenti, ça nous coûte rien, c'est trop bien. À là, bon, en fait, on s'est peut-être un peu enflammé, on va réduire un peu, tous les avantages qui étaient liés à l'embauche d'un apprenti. Donc, pour rappel, pour les contrats qui étaient conclus jusqu'à la fin du mois de février 2025, les rémunérations qui étaient versées aux apprentis, elles étaient exonérées de cotisations salariales dans la limite de 79% du SMIC et totalement exonérées de CSG-CRDS. Donc, la CSG-CRDS, pour rappel, c'est à la charge du salarié, et également exonérées de taxes sur les salaires. Et là, nouveau régime qui s'applique à compter du 1er mars. On vient nous dire que l'exonération de cotisations sociales ne se fait plus dans la limite de 79%, mais de 50% seulement. Et l'exonération de CSG-CRDS se calque sur ce taux de 50%. L'exonération de la taxe sur les salaires, elle est seulement due dans les entreprises de 10 salariés et moins. Et pour les entreprises avec un effectif supérieur, on applique également cette limite de 50%. Donc là, on a eu un décret récent qui vient nous dire que le SMIC à prendre en compte, c'est celui applicable en mars 2025. Donc là, en gros, pour un contrat conclu à partir du 1er mars, la part de rémunération exonérée de l'apprenti sera égale à 900 €. Donc en gros, on aura surtout un impact pour les contrats d'apprentissage conclus avec des apprentis qui préparent un diplôme dans le cadre d'études supérieures. Un petit changement aussi concernant les attributions gratuites d'actions par l'employeur à ses salariés. Donc là, pareil, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Mais en fait, le gain d'attribution, le gain d'acquisition lié à ces AGA, c'est exonéré de cotisations sociales. Par contre, il y a une contribution forfaitaire patronale qui est due. Et jusqu'au 28 février 2025, elle était égale à 20% et elle est rehaussée à 30% à compter du 1er mars 2025. Voilà, et ça permet d'avoir un alignement sur le régime social des stock options. Et pour finir, donc comme pour la loi de finances, j'ai voulu aussi vous énumérer quelques mesures présentes dans la loi de financement de la sécurité sociale sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, mais voilà, que vous aurez au moins en tête si vous êtes concerné par l'une de ces situations. Donc la loi de financement de la sécurité sociale,
Elle maintient les exonérations pour les JEI et les GEC, donc les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises de croissance. Mais on a quand même une adaptation des seuils. Donc là, hein, pareil, on rehausse les seuils d'éligibilité pour en gros pour durcir les conditions et aboutir à ce que moins d'entreprises soient concernées par ces aides. Nouveauté aussi, donc là, c'est pas pour tout de suite, c'est pour juin 2026, donc c'est assez technique. Mais en gros, la loi de financement de la sécurité sociale vient nous préciser que, en fait, quand un salarié a un accident du travail ou une maladie professionnelle et qu'il a une incapacité permanente directement liée à ça, on lui attribue un taux, en fait, un taux d'incapacité, et en contrepartie, il se verra verser une rente ou un capital. Et là, on vient nous préciser qu'à compter de juin 2026, cette rente ou ce capital intégrera la réparation du déficit fonctionnel permanent, alors qu'avant, ce n'était pas intégré dedans. Donc, en gros, on va changer le calcul de la rente ou du capital en le majorant un peu pour intégrer la charge de cette réparation d'un préjudice supplémentaire qui n'était pas compris dedans avant. Et en fait, ça va avoir une conséquence, notamment si l'employeur a eu un salarié qui a eu un accident du travail ou une maladie professionnelle et qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Et ben, dans ce cadre, la réparation de ce déficit fonctionnel permanent, elle ne pourra plus être demandée à l'employeur parce qu'elle sera intégrée dans le calcul de la rente ou du capital. Donc ça, c'est un peu technique, c'est juste pour que vous l'ayez en tête, qu'il y aura peut-être voilà, qu'il y aura des modifications par rapport à ça dans un an. On avait aussi entendu parler dans les projets initiaux de cette loi de financement de la sécurité sociale de prévoir une seconde journée de solidarité. Donc là, l'idée a été abandonnée, donc il n'y aura pas de seconde journée de solidarité. Ensuite, on a un maintien de l'exonération. Donc ça, c'est dans le secteur agricole. C'est le régime d'exonération de cotisation patronale taux 2. Donc ça, pareil, en fait, ça permet à l'employeur qui remplit certaines conditions, notamment tenant à la nature du contrat de travail qu'il va conclure, de bénéficier d'exonération de cotisation patronale. Donc là, on a une prorogation de cette mesure. Et la loi de financement de la sécurité sociale s'est aussi attachée à prévoir, à instituer des mesures de lutte contre la fraude sociale. Notamment, il y a un mécanisme qui devrait se mettre en place d'information de l'employeur en cas de fraude connue par la caisse, par un assuré aux indemnités journalières. De même, on a des mesures qui iraient dans un sens de durcissement du contrôle des arrêts de travail. Et enfin, des mesures mises en place pour faciliter les échanges entre les caisses, les agents de contrôle et les employeurs. En fait, tout ça pour avoir plus de fluidité et de pouvoir mieux lutter en fait contre la fraude, notamment sur les arrêts de travail. Donc là, voilà, encore, ça, toujours, en fait, les mesures s'inscrivent dans une nécessité de faire des économies et d'arrêter, en fait, de faire partir de l'argent comme ça dans des fraudes qui ne pourraient pas être repérées parce qu'on n'avait pas les outils suffisants pour. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que j'ai été claire et c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Le but, c'est pas forcément de maîtriser tous les dispositifs, toutes les nouveautés, mais au moins que vous ayez en tête que ça existe et que vous puissiez piocher dans la présentation ce qui pourrait vous concerner. Et nous, après, forcément, on se tient à votre disposition. Si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez qu'on analyse, on analyse votre situation pour voir si ça a des impacts directs pour vos entreprises. Alors, je vais
voir si vous avez quelques questions. Il nous reste quelques minutes. Alors, j'ai une question concernant la baisse des ISS. Alors, pour un salarié déjà en arrêt avant le 1er avril 2024, ses IJSS vont baisser pour lui à compter du 1er avril 2024. Alors oui, ça, je me le suis dit pendant la présentation que je l'avais pas énoncé à l'oral, mais cette mesure, elle s'applique aux arrêts de travail qui prennent effet à compter du 1er avril 2024. Donc ça veut dire que les arrêts en cours avant le 1er avril 2024 ne sont pas concernés par cette baisse de plafond. Alors, est-ce que la PLD rebond peut être conclue après un accord APLD? Alors pour moi, il n'y a pas de... En tout cas, dans les textes, il n'y a rien qui s'y oppose. Comme je le disais, on attend encore un décret d'application, mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose par rapport à ça. Mais en tout cas, il n'y a rien qui est précisé. Peut-être qu'on demandera des engagements supplémentaires à des entreprises qui ont déjà eu recours à la PLD. Mais pour moi, c'est deux dispositifs différents. Et du moment en fait que la réduction d'activité et les motifs de cette réduction sont bien distincts, pour moi, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais voilà, encore une fois, on n'avait que les grandes lignes dans le texte, donc à voir ce qu'on nous précisera dans le décret d'application. Et pareil, j'ai une autre question sur l'APLD rebond pour la durée et le nombre d'heures possibles. Bah là, pareil, on n'a pas les précisions par rapport à ça. Est-ce qu'on sera sur les mêmes contingents qui étaient applicables pour l'APLD Covid? Je sais pas. Ça, comme je vous le disais, on n'a vraiment pas beaucoup d'infos, notamment sur les taux de remboursement, les taux d'indemnité à verser aux salariés qui seront prévus. Donc ça, faudra voilà, attendre le décret et peut-être même essayer de contacter l'inspection du travail, étant donné que c'est eux qui vont valider ou non les dossiers. Peut-être qu'ils auront déjà des pistes par rapport à ça. Je crois que j'ai fait le tour des questions, s'il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de précision, si vous avez des questions particulières sur certains des dispositifs. On se tient à votre entière disposition pour vous accompagner sur tous ces changements qui ne sont pas forcément faciles à maîtriser. Voilà, tout en sachant que pour l'ensemble des mesures, notamment que je vous ai précisées pour la loi de financement de la sécurité sociale, il peut y avoir des régularisations à faire. Les logiciels de paye vont se mettre à jour tranquillement et les régularisations pourront se faire dans les mois à venir. Voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.